Bon, alors c'est parfait. Donc merci beaucoup à toutes les interlocutrices au féminin de Clermont-Ferrand. Je vous propose que nous nous embarquions désormais à destination de Dijon et de Besançon. Donc Jean-Paul Barrière est avec nous à distance. Il est directeur des presses universitaires de Franche-Comté et professeur d'histoire moderne. Et Daniel Battesti est éditeur à la MSH de Dijon. Merci et bonjour à toutes et tous. Je vais remercier très rapidement tous les organisateurs de ces journées, mais c'est Jean-Paul qui va faire l'introduction. Merci en tout cas aux responsables de la journée, de l'organisation de ces journées pour de nous accueillir à distance. C'est un des effets collatéraux du colloque LIP sur l'affaire LIP du cinquantenaire que j'ai organisé la semaine dernière. Bon, passons. Sur la diversité des équipes au sein de deux établissements universitaires qui ont des pratiques différentes et des moyens limités. Il y a en particulier pas mal de personnel sur ressources propres, donc c'est quand même un souci. On compte 2 éditeurs universitaires, je reviendrai un petit peu dessus, 2 MSH, des laboratoires et des collaborations aussi avec les SCD. Alors, juste pour brosser un petit peu le tableau, parler des presses universitaires de Franche-Comté, que je dirige depuis 11 ans, sont des presses anciennes, donc dès les années 50, même si la naissance officielle est de 97, qui avait une situation de crise en 2011 assez nette, crise de croissance, on va dire ça comme ça, avec une structure extrêmement fédérale, et il s'agit d'un service commun de l'université de Franche-Comté adossé à un SAIC. Alors je le dis parce que ça a certains impacts. Ce sont des presses qui se sont souciées depuis longtemps de modèles de diffusion numérique pour les revues, que ce soit Kern ou revue.org à l'époque, bien sûr, et qui sont inscrites, j'ai essayé de pousser dans ce sens, précocement dans une démarche de formation à METOP, grâce à Dominique Roux et Edith Canet, démarche délicate, on voit bien. Et depuis 2-3 ans, toute la production passe par cette chaîne éditoriale, sauf cas très particulier. Les éditions universitaires de Dijon ont une structure beaucoup plus centralisée, pas adossée à un SAIC. Le passage à METOP est en cours, il est un peu plus tardif. Ils ont des diffuseurs, distributeurs aussi différents. Pour les presses universitaires de Franche-Comté, c'est MSH Diffusion. À cela s'ajoutent les 2 MSH, comme vous voyez, mais MSH-E de Besançon et MSH de Dijon, qui ont toutes deux le souci de l'édition. La MSHE, par exemple, de Besançon a une collection qui s'appelle les cahiers de la MSHE aux presses universitaires de Franche-Comté, et donc la MSH de Dijon développe sa pépinière de revues, notamment avec le Préau. Juste pour vous donner une idée, donner l'exemple, une IGE est payée comme contractuel, moitié par les presses universitaires, moitié par les MSHE pour s'occuper d'édition. Donc, c'est un engagement fort parce qu'on sait bien que les budgets sont contraints. Ensuite, à cela s'ajoutent les laboratoires, les établissements qui ont une perception très progressive de la nécessité de professionnaliser les processus éditoriaux. C'est complexe quand vous avez des responsables administratifs de les transformer en techniciens PAO. Voilà. Les CD aussi également, bon, je passe. Donc c'est un cas assez intéressant, il me semble, le cas de Dijon-Besançon, de Paul Editorial Pepso, parce que c'est le cas de la plupart des presses universitaires en France, qui me semble assez éclaté, avec des personnels qui sont obligés d'être polyvalents. J'y reviendrai. L'enjeu du pôle, donc, comme vous le voyez, c'est la mutualisation et l'harmonisation en tenant compte à la fois de l'historique et du contexte de chaque acteur. C'est quand même un peu compliqué. Il y a 2 pôles, il y a 2 cités qui sont un peu comme chien et chat aussi, mais j'insiste quand même sur ce point-là. Les besoins sont différents. Le levier, c'est souvent la formation. L'objectif, c'était, et qui est déjà à partie atteint, c'est d'orienter les contenus éditoriaux vers le pôle. Alors, outre la réalité d'une bonne entente personnelle des acteurs, j'insiste sur le soutien politique des 2 établissements. C'est-à-dire qu'en fait, malgré les dissensions que nul n'ignore entre Dijon, l'université de Bourgogne et l'université de Franche-Comté, en fait, ça marche. Et ce soutien politique, c'est la seule garantie de la pérennité de ce pôle. Sinon, ça ne fonctionnerait pas, en dehors de l'entente qui est très bonne entre nous.
Pour vous donner juste quelques points de repère, le directeur des presses universitaires S-Qualité participe au comité de pilotage sciences ouvertes de l'université de Franche-Comté. Une partie du budget sciences ouvertes de chaque université est fléchée vers le soutien aux activités du pôle PEPSO et en particulier donc pour les revues. Ça, c'était une nouveauté aussi cette année, c'était la présentation devant l'HCRS de cette stratégie d'ensemble, incluant les presses, incluant les MSH, etc., du côté des pôles éditoriaux du pôle éditorial, pour chaque établissement. Voilà. Je laisse la parole à Daniel. Oui, alors on va rester juste un instant sur cette diapositive pour ajouter 2 précisions à ce qu'a dit Jean-Paul. Premièrement, par rapport au soutien politique de nos 2 établissements. Dans chacun des 2 établissements ont été votés par le conseil d'administration une feuille de route sciences ouvertes et une charte sciences ouvertes. Et le pôle a été inscrit dans ces feuilles de route et dans ces chartes. Donc on a un soutien politique de nos 2 établissements qui se traduit non seulement par des financements, mais également par la volonté de pérenniser ce pôle et de le contractualiser pour que les moyens que nous avons mis en œuvre au service de nos contenus éditoriaux durent sur un temps suffisant pour développer encore notre activité et l'accroître. Le second point sur lequel je veux insister sur cette diapositive, c'est que très rapidement, on a considéré que la pépinière, ce n'était que, alors je mets des guillemets à que, mais ce n'était que un outil du pôle, c'est-à-dire que c'est un projet parmi d'autres activités du pôle éditorial. Et pour nous, cette pépinière, c'est un moyen pour aider nos contenus, mais aussi des contenus de l'extérieur qui peuvent venir nous voir, de faire des transitions numériques ou des créations numériques. Donc, on a mis un encadré sur le bilan de cette pépinière et sur le prévisionnel. Je précise que on a une situation assez hétérogène, non seulement dans nos pratiques, mais aussi dans l'origine de nos contenus, parce qu'on peut avoir des revues qui sont portées par des laboratoires, des revues qui sont portées par des laboratoires de l'extérieur qui viennent nous solliciter, mais aussi des revues qui sont portées par des associations ou des sociétés savantes. Donc tout ça, ça demande une mise en place d'une procédure de travail qui peuvent être parfois un peu adaptées aux différents contenus. Basile, je vous présente maintenant très rapidement, on a structuré nos activités autour de 4 grands domaines. Donc la production, on assure des missions de production et là, je sais que c'est pas le sujet aujourd'hui, mais on insiste sur le fait que notre production, elle concerne aussi bien les ouvrages que les revues. Ça se vaut à peu près en quantité. Ce qu'on fait dans l'ensemble du pôle, on fait à peu près autant de revues que d'ouvrages par an. Donc des missions fortes de production, des missions fortes, mais peut-être un peu moins qu'à l'origine, d'hébergement, puisque une grande partie de nos contenus sont hébergés aussi sur d'autres plateformes comme Open Edition, Kern également, et Percé pour l'antériorité. Des missions d'accompagnement de projets éditoriaux, alors ça passe par de la formation des professionnels de l'édition, mais aussi un lien très fort avec les comités éditoriaux ou avec les directions de collection. On en reparlera un petit peu après, pendant la conversation, l'échange qu'on aura. Et un travail en réseau, puisque plusieurs membres du pôle sont investis dans différents réseaux, ici, à Repère, mais également Médicis, Mirabel, et quelques groupes de travail aussi du côté de FMSH. Et je repasse la parole à Jean-Paul. Oui, nous insisterons sur le périmètre d'action en fait qui est plus large que celui des revues. Alors je sais bien mais on ne peut pas ne pas penser à ça. Donc on a une politique de transition numérique ouverte aussi bien pour les revues que pour les collections, avec l'édition Books notamment. Mais c'est important par rapport aux collègues. Hein, il faut bien insister sur le fait que les collègues, dans beaucoup de disciplines, il y en a pour lesquelles les revues sont essentielles, mais d'autres, les ouvrages comptent encore. Hein. Donc, il y a un travail de conviction qui est fait auprès des responsables de collection, des auteurs, pour promouvoir également une ouverture qui serait la plus proche possible des contenus au format papier et numérique. Il y a tout cet ensemble et on ne peut pas les dissocier. Hein. Si vous arrivez à convaincre quelqu'un pour un ouvrage, vous arriverez aussi à le convaincre, à plus forte raison, pour les revues. Deuxième point qui est un point saillant, il faut insister sur la polyvalence des personnels. Bon, contrairement à des structures mieux dotées, le personnel
travaille sur ces questions est forcément polyvalent. On peut pas se permettre d'avoir un ou une IGE spécialisée pour une, deux ou trois revues. C'est absolument pas possible. Deuxième point, évidemment, il s'agit essentiellement de catégorie B et C. Et donc, la prise en compte de la montée en qualification, c'est une problématique, évidemment, qui est mal reconnue. Bon, il y a des moyens de s'en tirer, mais c'est compliqué. Vous ne pouvez pas expliquer à quelqu'un pendant 15 ans qu'il reste à la même catégorie alors qu'il arrive à faire un travail qui est complètement différent. Voilà. Pour les revues plus spécifiquement, on a des cas de figure divers. Il y a des revues anciennes avec un fonds ancien à gérer, par exemple les dialogues d'histoire ancienne. On a des plateformes différentes, c'est-à-dire on a des revues sur Cairn, des revues sur Open Edition Journals, des pépinières dont Préau et Mersenne, puisqu'on a une polyvalence, on a des sciences dites dures dans nos presses universitaires, et une multiplicité d'outils et de moyens pour généraliser le passage au modèle diamant de l'existant. Donc il y a pépinière, S2O, etc., etc. Daniel y reviendra. Au-delà du premier cercle des revues, donc qui sont directement produites par le pôle, on a un second cercle qui croît, mais à une vitesse dont qu'on mesure mal, qu'on maîtrise mal, parce que beaucoup de revues en fait vont se tourner désormais vers ce pôle pour être accompagnées sur des actions, alors qu'elles soient précises ou plus larges. Revue d'études culturelles, revue archéologique de l'Est, épistémocritique, revue de PS, etc. Et même des revues, Daniel parlait de revues d'associations ou autres, une revue comme Trémésis, c'est la revue des musées de Besançon, donc une revue entre guillemets municipale, mais qui se tourne vers nous pour gagner dans ces revues isolées, gagner en fait, franchir un stade qualitatif, c'est-à-dire au niveau de référencement, etc. C'est un souci qui nous semble relativement nouveau. Voilà. Et donc, c'est un défi aussi parce que on va passer de 4 à 13 quasiment revues vivantes. Donc, c'est évidemment quelque chose qui est difficile à maîtriser, tant avec le potentiel existant. Mais c'est un défi, mais je crois que ça doit être sensible pour tout le monde, en particulier en région, je pense. Merci. Pour ajouter quelques mots sur ces questions-là, ça nous oblige à avoir une certaine modularité dans l'accompagnement qu'on propose aux différentes revues en fonction de si on assume ou pas des missions de production et du niveau d'avancement et de nos capacités aussi à un moment donné. Donc, on a une programmation de notre travail sur à peu près 3 années, sur les 3 années qui viennent, où on prend en compte les sollicitations des revues. Beaucoup de revues qui étaient produites un petit peu en direct par des laboratoires ou par des sociétés savantes, justement, sont venues vers le pôle. Donc là-dessus, on a atteint notre objectif, mais ça nous entraîne aussi un énorme surplus de travail. Alors, pour essayer de structurer tout ça, on a mis en place une certaine modularité, c'est-à-dire qu'on cherche à utiliser le maximum d'outils à nos dispositions, le maximum de plateformes de diffusion pour atteindre cela, avec 2 modèles économiques différents, un modèle spécifique pour les revues, et notre objectif c'est d'étendre les revues diamants qui sont dans notre secteur, et puis pour les livres c'est un modèle un petit peu plus progressif qui prend en compte les difficultés de commercialisation. Très rapidement, je veux juste aussi dire une chose, on a beaucoup axé, nous, le travail sur la chaîne d'édition structurée METOP, où pour nous, pour les revues comme pour les collections, c'est vraiment un prérequis. Peut-être à une exception près, c'est la revue que Jean-Paul citait sur le centre Mersenne, où là, elle est faite en latex. On va vous présenter sous forme de conclusion une synthèse de l'activité du pôle en une seule diapositive. On a essayé d'avoir nos 4 axes nos 4 principaux axes d'activité, avec à chaque fois un nuage de mots-clés pour vous présenter ce qu'on fait et avec qui on le fait. Encore une fois, l'objectif, c'est de répondre à une demande très généralisée qui prend en compte des différences de typologie au niveau des revues, au niveau des contenus, et avec 2 objectifs, l'objectif revue et l'objectif ouvrage. Nous vous remercions.